complet, peut-être pour la dernière vidéo là ce coup-ci, je voulais quand même vous donner quelques informations, en tout cas ma compréhension des informations qu'on m'a données sur la vente OM, histoire que vous sachiez tout ce que je sais, en tout cas ce que moi je crois sur ces questions-là. Alors, en regardant un peu le détail des finances de Frank McCourt, on a eu une estimation de la fortune de Frank McCourt il y a quelques années à hauteur de 1,2 milliard de dollars qui a été faite à peu près sérieusement par Forbes Magazine, qui eux-mêmes ne disposent pas d'informations très détaillées, c'est basé principalement sur des déclarations, ces choses-là. Donc on va essayer de voir si ces informations-là, elles sont toujours vérifiables, puisque en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent précises sur la fortune de Frank McCourt, et qu'on s'interroge tous un peu pour savoir s'il a encore les moyens des investissements qu'il fait. Alors Frank McCourt, il nous donne des informations à travers sa société McCourt Global Inc. sur les différents business dans lesquels il investit. Et donc on va regarder ça un peu plus dans le détail pour essayer d'évaluer ce que valent ces différents business. Le premier business dont on parle, c'est un truc, donc c'est la branche technologie de Frank McCourt. Là-dedans, il y a un projet qui s'appelle Unfinished Labs, dont Frank McCourt nous a parlé en nous disant que il avait mis 100 millions de dollars dans un projet qui s'appelle Projet Liberty, qui est un projet technologique dont l'objectif apparemment est de réimaginer l'avenir de l'Internet, de transformer la manière dont on envisage le numérique. Je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit, mais je comprends que c'est en lien avec la désinformation sur les réseaux sociaux notamment, et la volonté d'avoir un Internet qui soit à la fois plus ouvert et mieux contrôlé. Donc ça, c'est un investissement que Frank McCourt a fait, donc qui vaudrait 100 millions de dollars. Et quand on regarde l'expression sur le site web de ce qu'est l'activité de technologie de Frank McCourt, on en conclut que c'est principalement, si ce n'est exclusivement, de cet investissement de 100 millions de dollars dont il parle. Donc on va compter 100 millions de dollars pour la partie technologie. Pour la partie impact, qui est donc la deuxième chose dont parle Frank McCourt, quand on regarde de près, on voit qu'il parle de nouveau du même projet Liberty. Il y a tout un blabla concernant l'héritage d'impact social, la stratégie globale de l'entreprise et la vision de responsabilité sociétale qui est mise en avant par Frank McCourt à ce moment-là pour expliquer la même chose, Unfinished Labs, le projet Liberty. Donc pour ma part, la partie impact, je ne vais pas y attribuer plus de valeur que ça, puisqu'on a déjà compté les 100 millions de dollars dans la partie technologie. On a la partie sport et médias. Alors là, ça consiste apparemment, d'après les informations que nous donne de nouveau McCourt Global Inc., ça semble correspondre à l'investissement dans l'Olympique de Marseille. On ne voit pas autre chose que l'Olympique de Marseille dans les informations qui sont divulguées à ce niveau-là. Donc on va supposer qu'il s'agit de l'Olympique de Marseille. La valeur de l'Olympique de Marseille, c'est un peu la question à 1 million d'euros que tout le monde se pose. Mais on va dire, pour estimer un peu, entre 200 millions d'euros et 500 millions d'euros, ce qui correspond à peu près au montant que Frank McCourt a investi pour l'OM jusqu'à présent. On va dire qu'on va estimer la valeur de l'OM à ce que Frank McCourt a mis dedans. C'est peut-être une estimation qui est fausse, parce que c'est possible que même en ayant mis les 500 millions de dollars, il ne les retrouve pas et que ça vaille beaucoup moins. C'est aussi possible qu'il fasse une belle culbute, on ne sait pas précisément, mais bon, pour se donner une fourchette comme ça, parce qu'il faut bien le faire, on va dire que ça vaut entre 200 et 500 millions de dollars. On a des projets immobiliers qui sont cités. Alors là, je suis allé regarder un peu le détail des projets immobiliers pour voir à quoi ça correspondait. On a 3 grands projets immobiliers qui sont mentionnés. Moi, j'ai fait une estimation à la louche de la valeur de ces 3 projets immobiliers pour Frank McCourt. Je trouve que 1 milliard de dollars, c'est pas complètement déconnant comme estimation. Je ne sais pas exactement, bien sûr, j'ai pas du tout de précision sur ces éléments-là. Mais pour se faire une idée, on a déjà à New York un grand gratte-ciel de 235 mètres, 61 étages, qui doit développer environ 65 000 mètres carrés de surface habitable. Ce gratte-ciel, je ne crois pas qu'il soit encore en construction, mais il y a des projets de développement pour le construire. Il aurait, alors à la louche, en essayant d'estimer combien ça coûte de construire 65 000 mètres carrés de surface à New York et combien ça peut se revendre, on estimerait que ça pourrait valoir dans les 7 milliards de dollars à la revente. Cela dit, pour les revendre, 7 milliards, il faut déjà le construire. Donc on va estimer qu'il y a peut-être 1 milliard et demi de profit à tirer pour Frank McCourt de ce projet-là quand il sera réalisé.
Maintenant, pour réaliser un projet de 1 ou un profit de 1 ou 1,5 milliard de dollars, il faut déjà qu'il réalise ce projet. Donc pour l'instant, on va attendre qu'il l'ait développé pour lui donner le milliard ou le milliard et demi, mais ça vaut quand même quelque chose ce truc-là, donc voyons comment il fait pour récupérer une partie de son milliard là-dedans. De la même manière, on a deux autres projets de développement qui sont un peu plus petits quand même. On a The Stage à Londres, qui est un investissement dans un projet résidentiel et commercial qui est basé dans le quartier de Shoreditch, qui est pas très loin de la City à Londres, un peu au nord-est de Londres, dans un quartier qui bouge beaucoup. C'est un grand immeuble de 37 étages avec 412 appartements et un coût de développement du coup au doigt mouillé qui doit être autour de 500 millions de dollars grosso modo. Encore une fois avec des estimations complètement à la louche, mais bon, pour construire 412 appartements sur 37 étages, c'est un coût de développement élevé. Alors, il n'est pas tout seul dans cet investissement de Stage à Londres. Je ne sais pas quelle participation il a. Il y a d'autres investisseurs. J'ai pas regardé ça de beaucoup plus près que ça. En tout cas, on va dire qu'il y a peut-être 50 millions ou 100 millions de dollars qui appartiennent à Frank McCourt qui sont à retirer de ce projet de développement de Stage London quand il sera réalisé, encore une fois. De la même manière, le projet Brickell Bay Drive à Miami, lui, ça semble être un projet propre de McCourt, avec un projet résidentiel de 180 000 m² environ, destiné à la vente d'appartements. Encore une fois, un des bâtiments les plus élevés de Miami, donc encore un gratte-ciel. Des appartements probablement estimés autour de 600 millions de dollars en prix de revente, avec un coût de production de 500 millions de dollars. Donc mettons qu'il y a peut-être encore 50 à 100 millions de dollars de profit pour McCourt à récupérer de ce truc-là. Donc au doigt mouillé, en essayant de vraiment y aller à l'appel pour estimer la valeur des actifs immobiliers de Frank McCourt, 1 milliard de dollars, ça paraît pas complètement déconnant comme valeur de... On a aussi des investissements dans des fonds d'investissement. Alors là, il y a très peu d'informations sur la valeur de ces trucs-là. On a d'abord un véhicule d'investissement qui s'appelle MGG Investment Group, qui semble être là où McCourt met un peu ses investissements spéciaux, c'est-à-dire les trucs qui lui tiennent à cœur, les petits entrepreneurs sympas qu'il a envie d'aider parce qu'il trouve que leurs projets ils sont super chouettes, notamment à travers des prêts, et des prêts qui sont faits surtout à des entreprises de taille moyenne, d'après ce qu'on nous dit. Donc ça, je ne sais pas du tout quelle est la taille de ce machin-là, j'ai pas du tout pu l'estimer. On va dire qu'il y a sûrement quelques centaines de millions de dollars qui sont investis là-dedans, puisque il y a quand même des gens compétents qui ont été nommés à la tête de cette société-là et qui ne seraient pas venus juste pour gérer des cacahuètes. Donc a priori, ça vaut peut-être quelques centaines de millions de dollars, mais on ne sait pas combien. Et puis il y a aussi un fonds d'investissement qui est créé en collaboration avec Guggenheim Partners, dont on nous dit qu'il gère un peu plus d'1 milliard de dollars d'actifs pour le compte d'autres investisseurs. Alors quand on gère 1 milliard d'actifs, on peut s'attendre à avoir à peu près 20 millions de dollars de revenus sur la gestion d'actifs, donc des frais de gestion, des commissions qui sont payées par les investisseurs en échange de quoi vous gérez leurs actifs pour eux. Donc on peut dire qu'en gros, il y a peut-être 20 millions de dollars par an qui reviennent à Frank McCourt là-dessus, et que ça a peut-être une valeur de 400 millions de dollars si c'est bien ces calculs-là dont on parle. On a une page project qui est également donnée sur McCourt Global Inc. qui ne contient pas d'informations additionnelles. C'est encore les mêmes projets qui sont réitérés. Là, de manière individualisée, projet par projet, au lieu de passer en gros branche par branche. Mais ça revient un peu au même. Au total, la somme totale de la valeur de Frank McCourt, de la fortune de Frank McCourt, toujours aussi difficile à estimer, mais avec ce qu'on a comme information disponible, la fourchette qui est proposée de 1,2 à 1,5 milliard de dollars, elle semble assez cohérente avec les informations qui sont disponibles dans l'ensemble. Quand on regarde une interview de Frank McCourt qui a été publiée donc en novembre 2021 sur France 24, on a des informations qui valent ce qu'elles valent sur ce que nous dit Frank McCourt. En particulier, quand on lui pose la question de savoir s'il est bien le fondateur du projet Liberté et le propriétaire du club de football le plus apprécié en France, l'Olympique de Marseille, il répond: il n'y a pas de débat là-dessus. On comprend, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il est le fondateur, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il est propriétaire de l'Olympique de Marseille,
Et il n'y a pas de débat sur le fait que l'OM est le club le plus apprécié en France. Au moins sur la troisième de ces questions-là, on était tous d'accord. Ensuite, il continue à nous parler un petit peu de la rivalité avec le Paris Saint-Germain, les Émiratis et autres puissances qui nuisent un peu à l'équilibre économique dans le sport, ou en tout cas à l'équité sportive dans le sport. Il nous explique que lui croit au pouvoir des fans, que c'est important de niveler un petit peu le terrain parce que on a besoin d'avoir quand même un petit peu d'équilibre dans l'écosystème, que ce ne soit pas toujours les mêmes individus qui contrôlent tout. Mais il nous dit quand même noir sur blanc, moi j'ai investi beaucoup dans l'OM, donc on peut comprendre que c'est quand même lui qui a mis ses sous. Derrière, en lui demandant si c'est inéquitable et si c'est vraiment possible de continuer à se battre contre des pays qui investissent dans le football, il nous explique que bien sûr c'est un défi, qu'il y a des histoires de David contre Goliath dans la vie tous les jours de la semaine, et ça semble quand même être un défi qui l'intéresse de se battre contre Goliath, en tout cas de son côté. Lui il se voit bien dans la peau de David à se battre contre Goliath, d'après ce qu'il nous dit. Il nous parle un petit peu de salary cap, il nous explique que lui il serait favorable à des réformes en France et en Europe. Il aimerait bien qu'il y ait une concurrence plus équitable. Alors on comprend peut-être que ça fait partie de son business plan pour le club d'attendre qu'une concurrence plus équitable s'installe à travers un changement des règles, éventuellement à travers la mise en place d'une Super League, mais pas forcément, ça peut être d'autres règles qui sont mises en place, mais en tout cas qui avantagent plus l'OM et qui lui permettent de mieux valoriser la base de supporters de l'OM au détriment de pays qui ont les moyens de donner des salaires totalement disproportionnés, quel que soit l'impact économique de ça pour eux. Donc ça peut être intéressant pour lui d'attendre des réformes dans l'optique d'avoir un club plus compétitif et de le revendre une fois que ces réformes sont passées. Ça peut être un pari pas. Il y a aussi un travail sur la vente OM là, qui est fait. Le journaliste pose bien la question. McCourt répond sans surprise que ce ne sont que des pures rumeurs, que c'est de la désinformation amplifiée par des gens qui ne savent pas la vérité, et répète à qui veut l'entendre que le club n'est pas à vendre. Donc lui, en tout cas, il est très clair dans son expression de son énervement par rapport aux questions sur la vente OM. Malgré tout, on sait tous qu'il a continué à dire que le club n'était pas à vendre quand il a vendu les Dodgers jusqu'à pratiquement la veille de la vente. On sait que c'est une pratique qui n'est pas anormale dans le business si on est en train de vendre un club, de ne pas le dire parce que ça peut ne pas aider à augmenter sa valeur. Donc on n'est pas obligé de le prendre pour argent comptant quand il nous dit que c'est pas à vendre. Cependant, même si on n'est pas obligé de le prendre pour argent comptant, il y a quand même une réalité, c'est que si le club n'est pas à vendre, à l'inverse, il ne va pas dire que le club est à vendre. Donc, le fait qu'ils disent que le club n'est pas à vendre, c'est pas sûr que ça veut dire que le club n'est pas à vendre, mais c'est pas sûr non plus que ça veut dire que le club est à vendre. Il y a aussi une vraie possibilité que McCourt dise la vérité et que le club soit effectivement pas à vendre. Alors là-dessus, c'est vrai que pour nous les fans, c'est pas satisfaisant comme réponse ce qu'on a à la question suivante, puisque déjà la question n'est pas satisfaisante en soi, puisqu'on nous explique que c'est pas possible d'être les premiers puisqu'il y a le Paris Saint-Germain, mais qu'on peut viser la deuxième place, ce qui est absolument pas satisfaisant pour un fan de l'OM bien entendu. Nous, notre but, c'est pas d'être sur le podium, mais la réponse de Franck McCourt, c'est que lui, son but, c'est d'être sur le podium. Il y croit. Il pense qu'avec Pablo et Jorge, on va y arriver. Qu'on a une équipe qui est talentueuse, qui a de l'ambition, et qu'il est content de la façon dont Pablo et Jorge travaillent. Est-ce que c'est un tacle indirect à Jacques-Henri Hérault pour lui dire que lui, son travail n'était pas satisfaisant? Ça, on ne peut pas le savoir. En tout cas, il n'y a pas du tout de mention de Jacques-Henri Hérault dans cette interview. Il en parle pratiquement plus de la présence de Jacques-Henri Hérault au club. Donc, pour l'instant, on ne peut que lui faire confiance quand il dit que c'est Pablo et Jorge qui gèrent le club.
et qu'il a beaucoup d'espoir, qu'on sera sur le podium à la fin de la saison. Nous aussi, on espère qu'on sera au moins sur le podium à la fin de la saison. On espère aussi qu'on va continuer à grandir et que assez rapidement, on va être en situation de se bagarrer pour aller jouer des matchs à élimination directe en Ligue des Champions et qu'on va pouvoir se bagarrer avec le QSG ou d'autres clubs pour éventuellement pouvoir être champion. Puisque pour nous, le championnat, ça reste une des priorités et pas pour être deuxième ou troisième. Dans les autres acteurs qui se sont exprimés sur la vente de l'Olympique de Marseille, on a aussi eu des commentaires de Amanda Staveley et accessoirement de quelques personnes qui représentent le PIF, qui ont tous opposé des négations quant au fait que l'OM pourrait éventuellement les intéresser. On a Amanda Staveley qui nous parle des autres clubs qu'ils ont regardés de manière assez ouverte. On sait qu'ils ont regardé effectivement l'Inter Milan et le Milan AC. On sait qu'ils ont regardé aussi Bordeaux. Elle nous dit qu'elle ne nous regarde plus rien du tout, y compris plus l'Inter. En tout cas, elle ne parle absolument pas de l'Olympique de Marseille à cette occasion-là, alors qu'elle parle des autres clubs. Pourquoi? Ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle dirait qu'elle s'est intéressée à l'Inter Milan et qu'elle dirait pas qu'elle s'est intéressée à l'Olympique de Marseille? Ça, c'est une question à laquelle moi, j'ai pas la réponse. Ça me paraît quand même très étrange. On a des informations qui sont sorties sur les prix de vente des clubs. Alors ça, c'était intéressant, moi je trouvais, pour essayer de voir ce que ça voulait dire sur base comparable pour nous. On a vu que, alors ça c'est à peu près révélé de manière fiable, le prix d'achat de Newcastle c'était à peu près 350 millions de livres, soit environ 412 millions d'euros. Et si on regarde un peu les revenus de Newcastle en 2020, il faisait 153 millions de livres de revenus en 2020, soit à peu près 180 millions d'euros, et des pertes de, je crois que c'est 23 millions de livres. Enfin, en tout cas, des pertes qui sont quand même contenues par rapport à celles de l'OM. Si on se rappelle, l'OM, on est sur des revenus de l'ordre de 110-115 millions d'euros et des pertes de l'ordre de 80-90 millions d'euros. Donc, pour dire que l'OM est quand même dans une situation qui est pire que celle de Newcastle, manifestement. On a aussi des informations qui sont sorties par Twitter, par un Twitter qui s'appelle Kelo Samuel, qui annonce que l'Inter Milan est vendu il y a à peu près 2 semaines. Il dit que c'est fait et que ça se fera dans la semaine qui suit. On peut le croire ou pas. En tout cas, c'est pas fait dans la semaine qui suit. En tout cas, le prix que lui annonce, il est de 1218 millions d'euros en incluant le stade. Et du coup, on peut voir aussi, en regardant les comptes de l'Inter, qu'ils avaient des revenus de 372 millions d'euros en 2020 et des pertes abyssales à hauteur de 100 millions d'euros, ce qui correspond au montant à peu près des pertes de l'OM, peut-être en 2020 ou 2021 aussi. Donc on est sur un club qui a des revenus presque 3 fois supérieurs à l'OM et des pertes à peu près équivalentes à celles de l'OM sur ce coup-là. L'Inter Milan, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, Kelo Samuel nous dit que les 1218 millions d'euros, ça inclut le stade San Siro Giuseppe Meazza, qui est en phase d'être redéveloppé pour 2027, ce qui est quand même assez étrange, dans la mesure où, à ma connaissance, le stade, et y compris le stade qui est en train d'être redéveloppé, est en copropriété avec un autre club de foot qui s'appelle l'AC Milan, qui en possède la moitié. Donc pour moi, ce n'est qu'un demi San Siro qui doivent avoir l'Inter Milan là-dedans. Et je ne sais pas exactement comment on valorise un demi-stade de foot, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces prix-là. Nous, si on regarde ce qu'on pourrait valoir si on comptait l'Inter Milan, pardon, si on regarde la valeur que devrait valoir l'Inter Milan, si comme Newcastle, il était propriétaire de son stade, et si les Saoudiens payaient le même prix par euro de revenu que ce qu'ils payent à Newcastle, on pourrait croire que l'Inter de Milan, ça vaut environ 851 millions d'euros, stade compris. De la même manière, le Vélodrome inclus, Marseille devrait valoir environ 272 millions d'euros sur la base du prix payé par Newcastle. Ça, c'est en incluant le Vélodrome, ou 390 millions d'euros si on si on utilise la base de Kelo Samuel pour valoriser l'OM en utilisant le prix payé pour l'Inter de Milan. Car revenus égaux,
L'OM, ça pourrait valoir avec le Vélodrome entre 272 et 390 millions d'euros si on s'en tient aux estimations de l'Inter Milan et de Newcastle. Là-dedans, on peut aussi voir qu'il y a une question qui est la valeur du Vélodrome, puisque, comme beaucoup l'ont souligné, un investisseur étranger qui voudrait racheter l'OM voudrait sûrement aussi racheter le Vélodrome et l'inclure dans le package comparable dont on a parlé tout à l'heure. Donc le fameux 390 millions d'euros potentiellement de valorisation, ils doivent inclure quelque chose pour racheter le Vélodrome, puisque les 390 millions d'euros, pardon, les prix d'achat qu'on a cités pour l'Inter de Milan et Newcastle, c'est en incluant le stade à chaque fois. Donc ce ne serait pas juste qu'on fasse payer le même prix pour l'OM sans fournir le stade. Donc là, il faut regarder un peu combien ça a coûté le stade. En 2011, on a un investissement d'à peu près 267 millions d'euros qui a été fait par les actionnaires actuels. Ces 267 millions d'euros, ils ont débouché sur la construction du stade achevée en 2014 et sur une concession de 35 ans exclusive qui doit donc expirer en 2046, voire en 2049 si elle a débuté à la fin de la construction. Je crois que c'est 2046. En tout cas, cette concession-là, elle prévoit qu'il va y avoir 9 millions d'euros de loyers qui sont payés par l'Olympique de Marseille. C'est ce qui a été renégocié il y a quelques temps. Elle prévoit aussi 2,7 millions d'euros qui ont été. Pardon, ça c'est un contrat séparé. On sait que Orange paye environ 2,7 millions d'euros par an pendant 10 ans depuis 2016 pour avoir son nom sur le stade. Et donc la différence de chiffre d'affaires, il doit être payé soit par des événements qui sont organisés au Vélodrome et qui sont organisés par la mairie et pour lesquels la mairie paye éventuellement un loyer, soit de sa poche par la mairie qui complète les 2,3 millions d'euros qui manquent pour arriver aux 14 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de Arema, qui est la société qui gère le Vélodrome. Les propriétaires du Vélodrome, quand ils ont signé leur chèque de 267 millions d'euros au départ, c'est des investisseurs financiers, ils voulaient avoir un retour sur investissement. On peut s'attendre à ce qu'ils demandent entre 350 et 400 millions d'euros maintenant pour vendre le stade, ce qui pose problème dans la mesure où, comme on l'a vu, l'OM avec le stade, ça vaut à peu près 350-400 millions d'euros dans le meilleur des cas, si je reviens à la page précédente. Donc attention, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à tirer l'argent qu'on souhaite de l'OM. Je vous ai rappelé juste quels sont les actionnaires d'Arema actuellement aux dernières nouvelles disponibles. Alors, ça inclut donc plusieurs fonds, dont la Caisse des dépôts qui est un fonds public, et puis Bouygues Construction, Mirova, un fonds de la BPCE, donc du groupe Caisse d'épargne, et puis CEPAC. Alors, moi, si j'avais la possibilité, j'aimerais bien poser quelques questions à Thibaut Vézirian à l'occasion. Première question, est-ce que les informations dont il dispose concernant la vente sont récentes? Est-ce qu'il y a des confirmations récentes que cette vente est toujours en cours, puisqu'on en parle quand même depuis février, qu'on devait avoir une confirmation imminente sous 48 heures en février, et qu'on en parle toujours comme si des conditions suspensives étaient encore en négociation? Moi, j'aimerais bien comprendre si Thibaut a eu en gros des nouvelles plus actuelles sur la confirmation. Deuxième chose, j'aimerais savoir dans quelle mesure les documents que Thibaut évoque, qu'il a pu voir, est-ce qu'il les a vraiment vus, lus en détail? Est-ce que ces documents ont été signés? Est-ce que donc c'est des documents qui sont authentiques et qui sont bien en lien avec la vente de l'Olympique de Marseille? La troisième chose, c'est s'il a pu les lire, ces documents-là, est-ce qu'il a pu voir s'il y avait des conditions suspensives qui retardaient la vente ou une date à laquelle la vente sera effective? Parce que pour l'instant, moi, ça me semble étrange qu'on ait des documents sur la vente qui ne précisent pas au minimum ces choses-là. On a aussi une question qui est quand même importante, d'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le Delaware. Pourquoi est-ce que un investisseur saoudien passerait par une entité du Delaware ou est-ce qu'on parle bien de la vente d'une entité française de l'Olympique de Marseille? Là-dessus, moi, j'ai eu des informations par certains youtubeurs comme quoi il y aurait des mouvements au niveau des sociétés OMA et OMB LLC, ou en tout cas que la création de ces sociétés-là en juillet 2021 aurait un lien avec la vente à l'Arabie Saoudite. Ça, comme je vous l'ai expliqué, moi je ne crois pas que ce soit possible. Donc j'aimerais savoir si les informations de Thibaut précisent que c'est une entité au Delaware qui est en train d'être vendue. Auquel cas, pour ma part, je considérerais que ces informations-là ne sont pas crédibles.
Pour l'achat de Newcastle, il y a un consortium qui est en place avec les frères Reuben Brothers et avec Amanda Stavely, qui est la présidente d'un fonds d'investissement, qui a pris la tête de Newcastle, du coup financé par le PIF. Est-ce que nous, on doit s'attendre aux mêmes investisseurs? Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres co-investisseurs? Est-ce que c'est une autre entité du PIF ou un autre investisseur saoudien? À une époque, on parlait de Kingdom Holdings, qui est donc le véhicule de Al-Walid Ben Talal. Est-ce que c'est plutôt du côté de Ben Talal qu'il faut chercher les sous? Je ne sais pas. Euh, alors après, sur des questions un peu plus pointues sur le processus journalistique de Thibault, moi j'aimerais comprendre ce qui lui fait penser que les sources dont il dispose sont fiables et ne sont pas juste des gens qui disent qu'ils aimeraient être la réalité sans en avoir plus d'informations sur la réalité. Est-ce que Thibault pourrait expliquer en quoi ces sources à lui, elles sont plus fiables que celles d'autres journalistes qui disent le contraire de ce qu'il dit? Euh, on a, Moi j'ai une question sur le fait que si la vente elle est effective, on doit probablement avoir conclu un processus de due diligence où on montre un peu tous les livres de l'entreprise et tous les détails. Un investisseur, avant de conclure sa vente, il voudra sûrement passer par cette période-là. Et d'ailleurs, si on se souvient un peu comment ça s'était passé pour Frank McCourt à l'époque, il avait conclu la vente en août, fin août, et puis ensuite il avait engagé une période de 3 mois pendant laquelle il avait revu les comptes en détail, ou peut-être c'était que 2 mois, en tout cas une période pendant laquelle il avait revu le détail des comptes et il avait fait des analyses précises sur toutes les informations qu'on lui donnait. Cette période-là de due diligence, donc, qui est en général après qu'une vente soit sujette à un accord de principe, moi j'aimerais savoir si elle s'est déjà déroulée, puisque normalement, si un accord de principe est en place depuis maintenant 8 ou 10 mois, ce genre de processus de due diligence, même pour une très grosse boîte, il serait déjà en voie de conclusion. Euh, Quand il y a des processus de due diligence ou de fusion-acquisition, on implique des consultants externes. C'est des gens qui sont en général très bavards, qui aiment bien se faire mousser, qui respectent malgré tout la confidentialité parce que ça fait partie de leur métier de ne pas aller raconter n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Malgré tout, il y a toujours des cas où c'est intéressant, soit pour l'acheteur ou soit pour le vendeur, de faire fuiter dans la presse quelques informations pour faire pencher la balance de leur côté dans la négociation. Et donc, en général, quand il y a des gros enjeux médiatiques pour des opérations de fusion et acquisition, il y a presque toujours une ou deux fuites dans la presse à un moment donné sur ces transactions. C'est quasiment inévitable. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans le cas actuel, on ne voit pas du tout de fuite dans la presse, donc orchestrée par les consultants, pour tirer un avantage et donner quelques informations ponctuelles qui les arrangent dans leurs négociations. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu sortir dans les médias traditionnels, et ça me surprend, puisque normalement ce serait le cas. Euh, S'agissant des informations dont Thibault dispose, moi j'aimerais comprendre comment c'est possible que Thibault bénéficie d'informations qui sont confidentielles et donc qui ont fuité, et pourquoi ces fuites-là, elles arrivent jusqu'à Thibault et elles n'arrivent pas à d'autres personnes intéressées, notamment des journalistes qui s'intéressent à la question, ou éventuellement d'autres amis de ces personnes-là, si c'est des informations qui sont communiquées à titre amical. Pourquoi est-ce que Thibault serait le seul à bénéficier de ces informations qui proviennent de fuites? Moi, normalement, quand ça fuit quelque part, ça fuit un peu de partout. Après, on a eu des informations par moment, je ne sais plus si ça fait partie des informations que Thibault a reprises, mais par moment, on a entendu parler de DP World, on a entendu parler de CMA-CGM, on a entendu parler également de sponsoring de la part de Saudi Aramco qui serait déjà en place. Moi, j'aimerais bien savoir si Thibault a plus d'informations sur ces sujets-là et si effectivement il considère que ces investissements-là sont déjà en place, déjà en train de nourrir l'Olympique de Marseille avec leurs revenus. Et s'il y a effectivement des panneaux DP World, CMA, CGM ou Saudi Aramco qui indiquent qu'il y a de la publicité faite, moi j'aurais bien aimé en voir la photo.
Enfin, il y a des conditions de confidentialité qui sont vraisemblablement attachées aux documents confidentiels dont dispose Thibault. Les conditions de confidentialité, c'est pas éternel. Il y a même les documents top secret classés défense, ils finissent un jour ou l'autre par être déclassifiés. Donc, ce que j'aimerais savoir de la part de Thibault, compte tenu de la logique business, est-ce que les documents qui sont en sa possession depuis 2019, qui seront donc en sa possession depuis près de 3 ans assez prochainement, est-ce qu'il ne considère pas qu'ils sont tombés dans le domaine public au bout d'un moment? Et est-ce qu'il ne pourrait pas commencer à partager les documents les plus anciens? Et au bout de combien de temps est-ce qu'il considérera qu'il peut partager ces documents confidentiels? Enfin, dans la mesure où ça traîne quand même en longueur depuis longtemps, cette histoire, si la vente n'est toujours pas officialisée le 30 juin 2022, est-ce que Thibault reconnaîtra qu'il a été trompé? Je veux pas dire que c'est un menteur ou que c'était une machination, c'est pas du tout le propos que je cherche à atteindre ici, mais j'aimerais savoir s'il y a une date dans l'avenir où Thibault considère que ces informations elles seront considérées comme obsolètes et fausses, et si il faut qu'on attende cette date-là pour qu'ils nous disent que finalement ça se fera pas. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui.